absente et avec un pouvoir donné à M. Joquemans, Valérie Epicmen, Fabrice Ettori, Mireille Erignou, qui est absente avec un pouvoir, je crois, donné à Stéphane Créocro, Jean-Philippe Fontugne, François Fortin, Valérie Fossé, Catel Godin, qui est absente et voilà, qui n'est pas très bien et qui a donné le pouvoir à Mme Saval-Bonnet, Sylvain Georgelin, Anne Gros, Stéphane Gréocro, Brice Gruet, Hervé Joquemans, Olivier Lebeau, Pascal Lelot-Bernier, Didier Limoges, Lionel Loyot, Pierre Michaud, Amar Abdeslam, Clotilde Perriard, qui a donné pouvoir à Pascal Lelot-Bernier, c'est bien ça, Édouard Pouillier, Annie Rocher, Yvette Rousseau, Marianne Saval-Bonnet, Patrick Septier, Anne-Lise Servet, Sylvie Souchard, Patricia Talami, Olivier Théo et Dikran Zakiossian. Présent, ici présent. J'étais en train de réfléchir. Mais si, je suis là, je confirme. Bon, bonsoir à tous, bienvenue. Donc, peut-être avant de commencer, je propose à Marianne aussi de faire office de secrétaire, si elle l'accepte bien. Voilà. Alors, pour ce conseil municipal, donc avant de rentrer dans l'ordre du jour, aussi dire juste un mot pour rappeler que voilà, on avait prévu au départ plutôt d'organiser ce conseil municipal au mois de septembre. Donc, voilà, à la rentrée, on l'a retardé parce qu'on était tous collectivement dans une nouvelle période d'incertitude liée aux différents épisodes électoraux et post-électoraux. Bon, je pense que là, on a la chance enfin de pouvoir passer à un épisode vraiment d'action collective et de long terme, donc les différentes incertitudes étant levées, y compris par les sages du Conseil d'État. On est ravis aussi de pouvoir s'investir vraiment dans l'action de long terme. Il y a eu sur les dernières périodes un ralentissement de l'action municipale, puisqu'on a tous subi un peu cette période d'incertitude qui a duré un bon mois. Ce qui fait qu'une partie des choses qu'on avait souhaité engager plus précocement, ou même une partie des travaux des commissions ou autres, ont été forcément retardées. Et pour autant, là on a un nouvel épisode maintenant de la vie municipale qui s'ouvre devant nous. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on le saisisse de manière collective, collégiale, et avant tout dans le sens de l'intérêt public. Alors, cela dit, pour la période aussi passée, peut-être un bref rappel, on a réalisé au mois de septembre un des engagements qui avait été pris au dernier conseil municipal, à savoir les bilans annuels de l'action municipale, auquel on a participé, je pense, assez nombreux, à la fois du côté de la majorité et de l'opposition. On a eu environ 130 ou 140 habitants qui sont aussi mobilisés sur les différentes réunions publiques. Donc voilà, ça a été un moment qui a permis en tout cas de débriefer, de mettre à plat une partie des enjeux. On a aussi depuis depuis la dernière réunion du conseil municipal, donc depuis le mois de juin, fin juin, la chance d'avoir pu accueillir M. Duval, qui est avec nous, qui est notre directeur général des services, voilà. Qui nous a rejoint le 20 ou 22, enfin 23 août. Voilà. Dans les autres aussi peut-être nouvelles qui sont plutôt à venir, mais qui vont un peu dans le même sens, des choses qui se mettent en place. Rappeler aussi
que dans les prochaines semaines, on va avoir la chance aussi d'accueillir notre nouveau policier municipal. Je crois que c'était au 2 novembre. Le 8 novembre, on va pouvoir accueillir la responsable de la partie commande publique marché, donc qui va nous rejoindre. Donc on a quelqu'un qui est très bien aussi, qu'on a pu recruter. Et puis on a aussi un responsable, un chef de projet des petites villes de demain, qui va pouvoir nous rejoindre avant la fin de l'année. Donc tout ça permet d'enclencher enfin la mécanique des différents grands projets qui sont en cours. Voilà sur ce point préalable. Et je vous propose à présent de passer aux décisions donc de cette période, avant de rentrer donc justement sur les autres points de l'ordre du jour. Alors sur les décisions. Donc une première décision portant sur un avenant au marché d'exploitation des installations thermiques avec Engie pour la commune de Veneux-les-Sablons. Donc ça, c'est un avenant de 4 mois par rapport au marché historique, en fait, qui a été prolongé de quelques mois, parce qu'en fait, certains travaux étaient en cours, il manquait de matériaux dans le cadre aussi des ruptures d'approvisionnement. Et l'idée, c'était qu'ils finalisent les différents chantiers qu'ils avaient enclenchés avant de pouvoir, notamment de rénovation de chaudières au niveau de la mairie ou du complexe Alexandre Chevrier, avant de passer la main justement maintenant à Dalkia, qui va être notre opérateur sur l'ensemble de Montréal-Urban. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un petit prolongement. Et effectivement, les derniers travaux ont été finalisés au mois de septembre, je crois. Voilà. Ensuite, une décision portant sur l'occupation temporaire du domaine public par la société Apicopa et les locations de canoës. Hein, c'est les mêmes conventions et décisions que chaque année. Une décision portant sur la location d'un chalet pour la vente à emporter en période estivale. Donc la commune s'est dotée d'un chalet mobile qui peut être installé à la fois en période estivale, justement pour essayer d'animer un peu la partie. Là, cette année, on avait fait le choix de l'installer sur ce côté-là des berges, et notamment du Pré de Pin, pour pouvoir aussi éviter qu'il y ait une surconcentration donc sur le Pré Margaron. Et il peut tout à fait être utilisé aussi pour les événements de Noël. Et donc, c'est tout simplement la décision d'occupation temporaire, la décision de location du chalet pour la période estivale. Décision portant sur la lutte contre les déchets sauvages avec le SMICTOM. Donc là, on est plutôt sur une convention avec le SMICTOM que toutes les communes du SMICTOM signent avec le syndicat pour avoir un appui technique de la part du syndicat dans le cadre de la lutte contre les déchets sauvages, avec d'ailleurs un guide qui nous a été proposé par le SMICTOM, qui est très bien fait, avec toute une série d'illustrations très concrètes de la manière d'aborder la question des déchets sauvages, et effectivement avec l'idée aussi que le syndicat puisse nous appuyer sur les différentes interventions correspondantes. Décision portant donc sur la délégation du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier pour donc la Grenouille Verte sur la commune d'Écuelles. Donc le local de la Grenouille Verte, c'est le local historique du bar-restaurant, donc qui est juste en face de la mairie d'Écuelles, et avec une salle à l'arrière qui était la salle du cinéma local. Donc voilà, on a dans le cadre des projets des petites villes de demain pour créer en fait un lieu de revitalisation de l'activité, un tiers-lieu dans lequel on va avoir d'abord un commerce de proximité et une série d'activités associatives et culturelles associées notamment à la salle historique du cinéma. L'idée, c'est de pouvoir, avec les PIF, du coup, maîtriser ce foncier et y développer un projet. Pour l'instant, voilà, on a 2 ans pour de portage par les PIF qui nous permettent pendant ce temps-là, avec la CCI, avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec la population et nous-mêmes évidemment, formaliser un projet dans le cadre des petites villes de demain, le local étant parfaitement bien situé et ce genre d'occasion ne se présentant pas tous les jours. Décision portant sur une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public pour la société Top Loisirs Nature Évasion. Donc là, c'est le Top Loisirs Nature Évasion, c'est le regroupement des 2 sociétés historiques Top Loisirs et Nature Loisirs Évasion,
Et donc c'est la même décision que pour Atpicopa, qui concerne uniquement le nombre de canoës qui peuvent occuper le domaine public. Décision portant sur la signature d'un avenant entre la commune et les centres musicaux ruraux. L'idée étant d'étendre les conventions qui existaient historiquement sur une partie de nos communes et de nos écoles pour que l'ensemble des écoles puissent en bénéficier avec un redéploiement des moyens de manière plus équilibrée sur le territoire et donc les interventions des CMR, y compris sur les petites écoles qui n'étaient pas pour l'instant, qui n'avaient pas ce type de service. Ensuite, une décision portant sur l'approbation des conventions entre Morel-Oyerval et les personnels de l'éducation nationale. Donc là, c'est tout simplement par rapport aux études surveillées dans les écoles élémentaires pour cette année, pour permettre de proposer un service d'études à l'ensemble aussi des écoles. Décision portant sur la convention entre la CCMSL et la ville de Émélo sur la participation donc au titre des accueils de loisirs. Là, on est sur les conventions annuelles, habituelles qu'on a donc avec la CCMSL autour du périscolaire et des accueils de loisirs. Décision portant délégation droit de préemption urbain à l'EPIF. Donc là, c'est encore une fois la délégation par la commune du droit de préemption à l'établissement public foncier pour maîtriser le foncier du garage Jean Jaurès, donc au niveau de l'avenue Jean Jaurès à Moret. Voilà, puisqu'on avait d'ailleurs présenté le projet il y a quelque temps déjà en commission donc urbanisme, projet sur lequel on s'était tous prononcés, on avait porté un avis défavorable, et voilà, il y a d'ailleurs au niveau de l'urbanisme, le permis n'a pas été accepté, mais pourtant en fait on a quand même un promoteur qui persiste dans cette orientation, et donc pour empêcher cette intervention qui ne va pas dans le sens forcément de l'intérêt public, l'idée c'est que l'EPIF, encore une fois, puisse maîtriser pour qu'on puisse, pendant la période de 2 ans, et sans coût particulier pour la commune, proposer et monter un projet alternatif sur ce bien et éviter que le centre de Moret, notamment en plein cœur du périmètre SPR, soit défiguré en partie et surtout soit totalement surchargé en termes de nombre de logements et aussi de circulation externe. Voilà. Après, 2 décisions qui portent sur les contrats de restauration. D'une part du côté du groupe de prêtaires restauration, donc là sur les restaurations d'Écuelle, Épisy et Montarlot, et d'autre part sur la Sogeres au niveau de Veneux-les-Sablons. L'objectif de ces 2 décisions, c'est en fait de modifier les conditions des contrats autour de la restauration pour y injecter une dose beaucoup plus significative de produits biologiques locaux, durables, avec une évolution des tarifs qui est vraiment marginale, le tout en repensant, en réorganisant en fait la structure des menus et en faisant effectivement, en travaillant à la fois sur tout ce qui est gaspillage alimentaire et sur l'organisation des menus, se situant complètement dans le cadre de la loi Egalim et des recommandations qui sont faites de ce point de vue-là. Donc voilà, vous avez le détail, si vous voulez, on peut y revenir, des 2 avenants qui ont été conclus, mais qui permettent d'arriver à pratiquement 69%, je crois, de produits durables sur Veneux, une 50aine de % de produits biologiques, pas loin dans les menus, avec un menu complet par jour, par semaine, et un produit au moins, une composante par jour, tous les jours. Donc voilà, donc ça permet d'avoir tout ça, plus évidemment des produits locaux, ce qui va, je pense, dans le sens de l'intérêt de l'ensemble des familles et des enfants. Décision portant sur la signature du contrat de réservation. Donc là, on est sur les classes découvertes, en fait, pour notamment l'école Lumière, sachant que les projets avaient été reportés l'année dernière, n'avaient pas pu avoir lieu.
Donc on avait un avenant, de toute façon, enfin, on avait un avoir plus exactement du côté de l'organisme côté découverte. Et cette année, voilà, on complète l'avoir pour permettre aux classes de M. Boutroux de faire ce voyage. Et enfin, dernière décision portant sur les legs à la commune de 2 tableaux du peintre prudent Paul Zanaroff, si vous, pour les intimes. Donc on remercie évidemment l'association qui a derrière œuvré et qui œuvre depuis maintenant plusieurs années sur la revitalisation de tout ce patrimoine autour de Zanaroff et qui a souhaité faire le don à la commune. On avait pour l'instant 8 tableaux inventoriés de Zanaroff dans les collections municipales, donc on en aura 2 de plus, donc 10 tableaux, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle, et je pense que l'année prochaine on aura l'occasion d'accueillir une belle exposition sur ce peintre majeur de notre territoire. Voilà sur les décisions. Est-ce que vous aviez... Allez-y. Oui, monsieur le maire, dans le compte-rendu du dernier conseil municipal, on était arrêté à la décision 51 du 10 juin. Là, vous venez de nous en lister un certain nombre, il n'y a pas de souci, sauf que vous devez le savoir, je vais régulièrement me renseigner sur les décisions qui sont prises, et je n'ai pas entendu dans votre discours, par exemple, les 2 décisions qui sont relatives à 2 avenants pour la maîtrise d'œuvre de la place de l'Hôtel de Ville, ce qui fait passer la maîtrise d'œuvre, en gros, qui avait été signée auparavant par notre équipe, de 17 000 € à pratiquement 40 000 €. Alors, je ne sais pas, vous pouvez nous dire de quel numéro vous êtes parti et à quel numéro on est arrivé? Écoutez, merci en tout cas de surveiller tout ça d'aussi près. J'avoue que je n'ai aucune idée du pourquoi les 2 avenants n'ont pas été intégrés, en tout cas pourquoi vous ne les avez pas trouvés, mais je pense que nos services auront des éléments à vous apporter. Ça va faire la 51 et là on part à la 52. De la 52 à la 65. Et au dernier conseil, on était parti de la 28 à la 51. Normalement, l'ensemble des décisions ont été présentées, hein, je ne sais pas sauf... Bien sûr. Oui, puisque là, voilà, on a le compte rendu, donc je pense que... Après, on peut nous replonger dedans, je ne pense pas qu'on ait cherché à... C'est la 46, c'est la dernière fois. C'est à 46 ? D'accord. Ah oui. D'accord, donc je vérifierai, merci. Pas de souci. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle avec Madame Litaoui, voilà, pour Madame Evickman. Oui, je voulais avoir des informations sur l'appréhension du garage Jean Jaurès. Donc là, le promoteur continue, persiste. Et vous savez un peu ce qui va se passer? On va avoir un autre promoteur. Comment ça va se passer? Parce qu'on a 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que là, si vous voulez, le promoteur persiste. Donc, on a reçu de la part du notaire, voilà, la DIA, sachant que le notaire ça semblait ne même pas être au courant de nos échanges avec le promoteur et des décisions concernant le permis. Donc, il redépose une DIA. Donc on l'a rencontré la semaine dernière pour lui dire, mais voilà la manière dont tout ça s'est passé, voilà les discussions qui ont eu lieu. Et donc voilà, vu la sensibilité du secteur et donc les enjeux, pour éviter d'avoir 40 ou 40 et quelques logements sur ce secteur déjà très dense, avec en plus non seulement on a la question de l'opportunité, des nuisances potentielles et la surdensification, en plus on a des enjeux vraiment patrimoniaux sur les façades, etc., puisqu'on allait avoir quelque chose qui ne s'intégrait pas du tout. Voilà, on a proposé à l'EFIF cette délégation du droit de préemption pour avoir une maîtrise. Et en parallèle, on travaille déjà avec différents promoteurs ou bailleurs sociaux pour voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Oui, d'autres. Voilà, d'autres, oui, tout à fait. Ce qui n'empêche pas les propriétaires aussi
de repenser leur propre projet en disant voilà, on veut peut-être en faire autre chose, enfin, ne pas forcément le vendre sous cette forme-là, enfin faire un autre projet éventuellement là-dessus. Donc voilà. Donc là, on a 2 ans. Oui, là on a déjà la période, enfin on a une période pour voir déjà comment les propriétaires vont réagir, et une fois que si les propriétaires acceptent évidemment l'achat, et la préemption de la part de l'EPF, on aura 2 ans pour construire un projet. Préemption, ils sont en fait, à partir du moment, parce que en fait, vous avez le droit de préemption, nous on exerce, on délègue notre droit de préemption, sauf que les propriétaires peuvent refuser en disant on retire la vente, on partir en procès, etc. Donc voilà, là on est en fait sur une période intermédiaire, et on va voir bien sûr comment ils vont réagir. Mais une fois que le DEPFIF se positionne sur un bien, pendant 2 ans, c'est le grand avantage de ces établissements qui interviennent sur toutes les grandes communes aussi du secteur. Pendant 2 ans, ils font le portage du foncier, de l'opération, sans que la commune n'ait à payer quoi que ce soit. Donc voilà, et c'est vraiment, ça permet de maîtriser des situations délicates et conflictuelles. D'accord. Et si au bout de 2 ans, on n'a pas trouvé, il se passe quoi? Soit on revend le bien, soit en tout cas, la commune, dans ce cas-là, sera obligée de racheter. Mais la probabilité pour qu'on n'ait pas de porteur est faible. À peu près nulle, puisqu'on a déjà, à vrai dire, des gens qui seraient tout à fait intéressés par ce bien. C'est bon pour tout le monde? Alors, du coup, je vous propose de passer à la suite du menu de ce soir, puisqu'on a 24 points qui suivent. Et donc, premier point, c'est l'adoption du procès-verbal de notre dernier conseil municipal et aussi des commissions, sachant que sur les commissions, à la demande de M. Limoges, on a introduit, c'est pour ça que vous aviez ça sur la table, une petite reprise sur le dernier, en introduisant bien le fait que Mme Epicmen et M. Limoges étaient absents et excusés pour la commission de mercredi dernier, mais pas celle des travaux et de l'urbanisme, mais bien celle des finances, puisqu'il y avait aussi une coquille dans le mail que vous aviez envoyé. Voilà, donc ça c'est, je ne sais pas si vous avez vous d'autres observations là-dessus, sinon je vous propose de passer au point 2. C'est bon pour tout le monde, pas d'abstention, pas de vote contre, on approuve le compte rendu. Et donc, je propose de passer au deuxième point qui est tout à fait important, puisqu'il nous permet d'accueillir aujourd'hui 2 nouveaux conseillers parmi nous. D'une part Madame Fossé et d'autre part Monsieur Georgelin, qui nous rejoignent. Alors donc vous aviez effectivement dans le mémoire, vous pouvez voir qu'on a eu la démission de Monsieur Giraud qui a eu lieu au mois de juillet dernier pour différentes raisons. Madame Fossé va pouvoir prendre sa place. Je vous propose en tout cas qu'elle prenne sa place, et y compris comme membre des commissions sur lesquelles M. Giraud était missionné, donc commission technique, la commission environnement, et suppléante sur la commission d'appel d'offres, en reprenant pour l'instant en tout cas les missions telles qu'elles avaient été confiées à Alain Giraud. Du côté de la majorité, donc Madame Pauline Colomard nous a remis sa démission au mois de septembre pour des raisons personnelles, parce qu'elle a un changement fort dans son statut et dans ses conditions personnelles, et donc on a proposé à Axel Descantes, qui succédait sur la liste, qui après réflexion, à un moment donné refusé aussi de décliner en tout cas cette proposition, et donc M. Sylvain Georgelin nous rejoint ce soir, et pour l'instant on lui propose aussi de récupérer les différentes
missions sur lesquelles était engagée Madame Colomar, sachant qu'on aura un temps évidemment pour réfléchir et positionner les uns et les autres par rapport aux différents centres d'intérêt, à savoir dans l'immédiat la commission enfance et jeunesse, la commission pour l'accessibilité des personnes handicapées et comme membre titulaire du conseil d'administration du CCAS. Voilà. Donc je vous propose d'accueillir nos deux conseillers avec ces différentes missions qui leur sont octroyées. Est-ce qu'on a des abstentions, des votes contre? Et donc, merci. Je pense que bienvenue à tous les deux parmi nous. Alors, maintenant, on passe à 4 rapports d'activité de nos différents délégataires, sur lesquels, voilà, dont 3 qui concernent la commune déléguée de Veneux-les-Sablons et un qui concerne le reste de Émélo. Donc je donne la parole, je garde la parole dans l'immédiat, puisqu'on est voilà, sur le rapport autour de l'eau et du service public de l'eau à Veneux-les-Sablons. Alors, donc dans le rapport, vous avez pu le consulter, en fait c'est voilà, le rapport classique d'activité du délégataire. Je vous propose surtout d'avoir en fait une analyse autour des grands indicateurs ou des chiffres clés qui ont été présentés en page 10, 11, 12. Donc si on regarde ces éléments-là, après évidemment on peut revenir sur des éléments plus fins. Donc on voit qu'on a 2225 abonnés sur la commune, ce qui est un peu de choses près équivalent à 40% ou 37% des abonnés, je crois, de l'ensemble de Émélo. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez significatif. On a, vous avez quelques chiffres sur les consommations moyennes et autres paramètres, mais voilà, un des indicateurs régulièrement suivis, c'est celui du rendement du réseau, puisque c'est un peu les pertes réseau qui sont en ligne de mire. Sur les pertes réseau, on est sur des pertes qui sont relativement significatives, hein, on est à peu près à 30% de pertes, ce qui correspond peu ou prou à l'année dernière, puisqu'on était à 70%, voilà, là on est à 69,5%. Mais on peut largement mieux faire sur Veneux-les-Sablons. On a eu des années, dans les années précédentes, quand vous remontez un petit peu ces indicateurs, on sait qu'on a eu des années où on avait plutôt autour de 15% de pertes, et c'est vraiment des épisodes qui sont relativement hétérogènes selon les années, parce que ça dépend énormément des casses réseau, notamment de certaines années, parfois de fuites plus fines. Alors, par rapport à ça, pour avoir c'est un problème structurel sur l'ensemble du réseau veneusien, ce qui d'ailleurs nous orientera sans doute, nous orienterait sur un projet d'introduction évidemment aussi de ce volet eau potable de Veneux dans le SIDO, pour qu'on puisse avoir une gestion un peu plus globale et plus patrimoniale des réseaux. Donc on va engager la réflexion avec le SIDO sur ces questions-là. Mais dans tous les cas, ces phénomènes-là sont des phénomènes qu'on retrouve un peu partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les objectifs d'ailleurs du Grenelle de 2012, certes, mais voilà, les 70%, 69%, c'était les objectifs visés en fait, hein, autour de ces rendements réseau. C'est pas forcément fabuleux, mais ça reste, c'est très fréquent qu'on ait de forts taux de perte dans les réseaux publics. Malheureusement, pour différentes raisons liées à la qualité des entretiens, au linéaire de réseau global, etc. Donc voilà, ça c'est un des paramètres. Après, le paradoxe avec ces fuites et ces pertes réseau, c'est que quand bien même on maîtriserait à 100% ces pertes-là, ça n'impacte que très partiellement le prix de l'eau lui-même. Donc c'est là où voilà, je pense qu'on pourra en reparler au moment où on examinera aussi les rapports du SIDO. On a une corrélation qui est assez indirecte, puisqu'on finance des infrastructures sur des dizaines, voire des centaines d'années, et quand bien même on limiterait les pertes, en fait il faut quand même financer sur le fond les ouvrages, donc parfois sur moins de volume
d'eau, donc c'est pas forcément directement corrélé. Alors après, pour autant, évidemment, notre objectif, ne serait-ce qu'environnemental, mais aussi social, c'est d'aller vers cette maîtrise, et c'est pour ça qu'on a demandé cette année une cartographie précise aux délégataires de tout ce qui va être fuite, réseaux divers et variés, par secteur, par rue, pour qu'on ait une vision précise et pour pouvoir prendre des décisions sur les investissements de renforcement des réseaux eux-mêmes. Alors ça c'est donc un des indicateurs intéressants. Après on en a d'autres qui peuvent être évidemment passés en revue, notamment on voit par exemple le prix de l'eau, puisqu'on est sur un prix qui est plus faible que sur le reste de notre commune. On avait d'ailleurs au moment du festival Terre et Avenir pu comparer tous les prix eau et assainissement pour vraiment avoir un travail de fond. On a eu aussi une petite même baisse du prix de l'eau qui est liée notamment à un effet redevance d'agence de bassin, puisque la redevance du secteur de la masse d'eau sur laquelle on se situe a baissé, parce que la qualité, sans doute, on a eu une amélioration de la qualité de la ressource, et donc en fait on a l'agence de l'eau qui organise ses redevances aussi par rapport à cette qualité. Voilà quelques éléments sur le rapport. Après, c'est plutôt si vous aviez évidemment des questions ou des remarques, ou si Hervé, tu voulais réagir. Mais en tout cas, on a envisagé une série de travaux justement pour une cartographie plus fine de nos réseaux, une analyse de ce qui s'y passe, une modélisation même des capacités des réseaux pour mieux cerner ce que ça pourrait donner sur les prochaines années aussi en lien avec l'évolution de l'urbanisation, etc. Donc ça fait partie un peu des axes de travail qu'on a proposé à Veolia. Oui, monsieur le maire, comme tous les élus ici autour de la table, j'ai regardé ce rapport avec beaucoup d'attention, effectivement. J'ai juste une question sur l'inventaire des réseaux, notamment les bouches d'incendie. Il y en avait 8 en 2019, les années d'avant aussi, et en 2020, il n'y en a plus que 3, on en a perdu 5. Est-ce que vous savez où elles sont passées? Il y en avait combien, vous disiez? 8? Oui, là, il n'y en a plus que 3. Donc, bouche d'incendie, c'est à la page 24. Les équipements. Alors, déjà, ça me surprend vraiment, parce qu'en fait, oui, sur les bouches d'incendie au sens strict, d'accord. Bah, écoutez, on va creuser la question. Je n'ai pas d'éléments de réponse ce soir, mais très bien. On va analyser à quoi ça correspond. Là-dessus, on n'a pas de réponse précise, mais effectivement, on va analyser, on va poser la question à Veolia. Est-ce que vous avez d'autres remarques, questions? Sinon, je vous propose du coup on prend acte du rapport. Oui, alors voilà, donc là-dessus, de toute façon, il y a eu beaucoup d'interventions. Enfin voilà, on sait que c'est d'ailleurs la corrélation entre le prix et l'état des réseaux, puisqu'on a aussi forcément derrière ce prix, on sait que le budget de l'eau de Veneux-les-Sablons est un petit budget. On sait qu'il n'y a pas eu de gestion patrimoniale forte, puisque dans les éléments qui étaient ressortis et qu'on avait discuté aussi dans les mondes du festival Terre et Avenir, voilà, on est sur des choses qui du coup, voilà, on est parti vraiment sur un entretien de très 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 long terme, mais voilà, de toute façon, si on veut aujourd'hui avoir quelque chose qui soit un peu mieux maîtrisé en termes de rendement réseau, il faut qu'on accepte collectivement une gestion qui est davantage patrimoniale de tout ça. Forcément, ça veut dire aussi des investissements qui sont plus importants. Mais ces investissements, je dirais, c'est pas seulement pour la question du rendement qu'il faut qu'on les fasse, c'est pour ne pas laisser aussi aux générations futures le souci de remplacer à un moment donné, d'avoir à gérer tous ces coûts et tous ces investissements, puisque aujourd'hui, en fait, voilà, on a globalement sur des délais de renouvellement ou sur des périodes de renouvellement qui vont entre 200 et 2000 ans.
si on prend les différents réseaux de la commune. Donc si effectivement, on ne va pas repousser tout aux générations futures en disant à un moment donné, ça va, ils auront à gérer ça, il faut que nous, on prenne notre part dès aujourd'hui, parce que le rythme actuel de renouvellement est très très lent. Or, aucune canalisation ne durera aussi longtemps, aussi bien, aussi solide soit-elle. Voilà, donc c'est dans ce souci-là qu'il faudra qu'on envisage effectivement des politiques plus structurantes, plus structurelles pour la suite. Je vous propose du coup de prendre acte de ce rapport, c'est bon pour tout le monde. Et on avance sur le prochain qui porte là sur la délégation de services publics autour du stationnement de Veneux-les-Sablons. Bien, bonsoir. Donc ce rapport donc, pour l'année 2020, donc sur le stationnement payant qui concerne 300 places sur la commune de Veneux-les-Sablons, je dirais que le fait majeur c'est qu'il a pris de plein fouet le confinement donc, de 2020, puisque en fait on voit que le chiffre d'affaires a été divisé par 2, puisqu'on est passé donc d'une fréquentation de 1010 en 2019 à 563 en 2020, donc une chute de moitié quasiment donc, de la fréquentation. En ce qui concerne les contrôles, et c'est un fait qu'on avait également déjà soulevé dans les rapports des années précédentes, c'est les contrôles ont porté sur 3200 véhicules, mais dans le même temps, eh bien, on a 3035 véhicules donc, lors de ces contrôles qui ont été constatés porteurs d'un macaron résident. Donc, ce qui veut dire que je dirais, le nombre de véhicules qui sont concernés par le paiement donc, reste faible. Enfin, tout du moins, il y a une proportion importante de véhicules qui sont exonérés du paiement sur les places de stationnement payant sur la commune. Alors, ce qui dégage un petit revenu pour la commune, ce sont les forfaits au poste de stationnement, puisque ceux-ci sont directement reçus par la commune. Il y en a eu 175 donc, pour l'année 2020. Donc, de fait de ce chiffre d'affaires faible, eh bien, notamment pour l'année 2020, eh bien, il s'ensuit donc dans le résultat financier du délégataire, eh bien, il a été également ce déficit qui était de un peu plus de 3 000 € en 2019 est passé à 6 400, donc le double pour l'année 2020. Voilà, donc c'est sûr que cette situation donc, déficitaire structurellement, évidemment, pose un problème au délégataire. Et sans doute, avec lui, il va falloir voir de quelle façon, je dirais, on peut peut-être ramener le périmètre couvert par ce stationnement payant et voir la suite de ce contrat. Si vous avez des questions. Oui, moi je voudrais lire là les propositions. Donc on est page 20. Donc effectivement ils sont en déficit, donc ils proposent des pistes pour inverser la situation. Donc réduction du nombre de places de stationnement payant et repositionnement des eurodateurs. Réduire le nombre de macarons sur les emplacements payants. Donc les macarons, je rappelle que c'est pour les habitants. On est d'accord, la gratuité. Suppression de la gratuité. C'est la première demi-heure, oui. Modification des tarifs pour permettre un stationnement supérieur à 4 heures, forfait jour, semaine, etc. Investissement de renouvellement à prévoir par la ville. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Investissement de renouvellement à prévoir par la ville. Mise en place d'un forfait annuel couvrant à minima les charges pour le délégataire. Vous savez ce que ça veut dire, investissement de renouvellement à prévoir? Le renouvellement à prévoir par la ville, je pense que c'est lié aux bornes sur lesquelles donc, voilà, c'est sur les eurodateurs. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est les propositions, c'est pour ça que j'évoquais qu'effectivement... D'accord, donc là, où est-ce qu'on en est? Parce qu'on a quand même suppression de la gratuité, réduire le nombre de macarons, etc. Donc où est-ce qu'on en est? Alors, c'est effectivement maintenant qu'on a ces propositions, c'est là-dessus qu'on doit commencer à travailler avec le délégataire. La chose sur laquelle on avait travaillé en premier, c'était effectivement peut-être d'avoir une zone plus réduite
où le stationnement donc, peut être payant. Sur les autres postes, je dirais qu'aujourd'hui, la négociation est à ouvrir. Et pas, bien sûr, ce sont des propositions du délégataire, ce n'est pas nécessairement les nôtres. Oui, oui, tout à fait. Mais je voulais savoir quel est votre positionnement. Je dirais là maintenant, c'est peut-être pas le moment non plus de sortir un positionnement comme ça, parce que l'objectif qu'on s'est donné, c'est de... je crois que le contrat avait commencé au 1er avril 2018, et donc c'est de se donner peut-être jusqu'au 1er avril de l'année prochaine pour essayer de vraiment construire quelque chose. Là, la position, il faut qu'on la travaille. On a plein d'idées, évidemment. Enfin voilà, il nous semble évidemment nécessaire de réduire le périmètre, parce que le périmètre actuel est complètement irrationnel. Il est irrationnel au sens non pas historique du terme, mais par rapport au nombre de rodateurs qu'on a sur place et par rapport à la lisibilité pour une partie de la population. C'est évident. Maintenant voilà, en même temps, il y a eu des effets tout à fait intéressants sur la gestion de certains stationnements, etc. Ça s'est régulé petit à petit. Donc voilà, l'idée c'est en revanche qu'on n'ait pas parfois des gens qui se retrouvent un peu piégés parce qu'on n'a pas de rotateur à proximité et qu'on puisse cibler les bonnes populations, etc. Donc on va ouvrir un chantier pour faire une proposition qui soit beaucoup plus peut-être ciblée, voilà. Mais effectivement ces propositions-là sont celles du délégataire. Il se doute très bien que sur certaines on ne va pas dire oui et effectivement d'autres sont des pistes à explorer. Voilà, je pense qu'on aura une commission pour y travailler. Voilà. En tout cas, à ce jour, on n'a pas une proposition mature à soumettre aux uns et aux autres. Voilà, on n'a pas fait un groupe de travail ni avec le délégataire là-dessus. Vu le contexte, pour l'instant, si vous voulez se projeter dans tout ça, il fallait un tout petit peu de temps et donc ça sera fait en temps et en heure et j'espère avant le 1er avril de l'année prochaine. D'accord, mais eux ne vous relancent pas, enfin ils sont pas... Non, enfin pas plus que ça. Enfin voilà, ils nous ont effectivement dit que c'était très compliqué pour eux, parce que d'autant plus avec les chiffres actuels, tels qu'ils sont présentés, mais c'est pas... Non, je pense pas qu'on ait... sauf si je méconnais quelque chose, mais on n'a pas eu de relance récente de la part du délégataire. Ok. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions concernant ce rapport sur le stationnement payant. Il reste à en prendre acte. On est au troisième rapport. Donc le troisième rapport concerne également la commune déléguée de Veneuil-les-Sablons, puisqu'il s'agit du rapport PPP, partenariat public-privé sur l'éclairage public, donc la 8e année de ce contrat d'une durée de 22 ans. En termes d'équipement sur l'année 2020, il n'y a pas eu d'évolution significative. Nous avons donc toujours 1009 points d'éclairage sur la commune gérée par ce contrat, 736 en éclairage sodium et 273 en éclairage LED. Le patrimoine est jugé bon, et c'est vrai que quand on regarde après sur le nombre de pannes, etc., ça reste très limité. Le nombre d'interventions qui sont prises en charge au titre du contrat par le poste de provision à ce contrat est de 18, je crois, pour l'année 2020. Donc, sur ce contrat, voilà l'ensemble des contournés. Maintenant, après, effectivement, il y a peut-être le travail qui peut être mené par rapport à un éclairage qui correspond à ce qui se faisait. Donc maintenant, il y a pas une dizaine d'années, parce que c'est une dizaine d'années que ce contrat a été préparé pour être en application depuis 8 ans. Et ce que maintenant la technologie peut offrir. Donc c'est un des enjeux, c'est effectivement comment, je dirais, peut-être accélérer le renouvellement qui est prévu dans le cadre de ce contrat, qui est d'une durée de 22 ans, et puis aussi une approche aussi peut-être un peu plus différenciée sur l'éclairage sur une commune, tel que maintenant on peut l'observer dans un grand nombre de communes. Voilà, je ne sais pas
si vous avez des questions. Qu'est-ce que vous vouliez dire? L'approche du contrat, 22 ans, j'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire. Avant l'éclairage différencié. Là, je dis, aujourd'hui, nous sommes sur un contrat de 22 ans. Ce contrat, dans les 22 ans, il est compris donc un renouvellement. Donc, c'est ça. Voilà. Et donc, un des enjeux sur lesquels nous travaillons avec le délégataire, oui. compte tenu des évolutions techniques qui donc existent maintenant, c'est de voir comment permettre une accélération de ce renouvellement dans le cadre de ce contrat. Du renouvellement du matériel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que certains matériels qui pouvaient ou devaient être modifiés, évoluer, disons plutôt dans 5-10 ans, au lieu d'attendre 5-10 ans tel que c'était planifié au départ, pouvoir de réaliser ces changements dès à présent, parce que ça créerait des économies d'énergie pour tout le monde dès à présent. En fait, ça nous donnerait en fait plus de. Donc on est en train de travailler effectivement avec Citeos dans cette optique-là pour pouvoir optimiser au maximum l'efficacité énergétique dès à présent. Oui, de toute façon il faut le faire parce qu'effectivement le contrat 22 ans et puis au bout de 22 ans tout était obsolète, il fallait tout reprendre. Donc cette signature de contrat c'était absolument pas possible. Vous imaginez au bout, on ne va pas refaire d'un coup toute l'électricité. Donc effectivement je pense qu'il faut revoir au fur et à mesure. Oui. Voilà, donc on est en discussion tout à fait là, pour le coup ciblé, structuré avec eux pour accélérer ce calendrier, pour revoir aussi un petit peu la manière dont sont organisés certains éclairages, avoir un peu plus de marge de gestion des gradients de lumière, voilà, entre début, fin de journée, etc. Parce qu'avec les nouvelles technologies LED, on a plein de nouveautés qui sont possibles, etc. Donc voilà, là on est vraiment, mais ça sera plus des choses à envisager à partir de l'année prochaine. Donc cette année, c'est plus une année où on essaye d'organiser le dialogue et avoir aussi une visibilité plus claire sur l'efficience énergétique dans tous les contrats. Une des choses qu'on va essayer d'introduire, c'est une vision beaucoup plus claire sur l'efficience énergétique qui se dégage en fin de course chaque année derrière ces contrats-là. Pouvoir dire, voilà, cette année on a amélioré de temps ou de temps, etc. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas cette lecture-là dans les indicateurs qui sont proposés. Oui, de toute façon il faut revoir, faut négocier, il ne faut pas se gêner pour négocier parce que c'est un contrat qui est hors de prix. Qui est hors de prix, qui est extrêmement cher. On pouvait. En tout cas, il y a un service qui a été mis en place et effectivement, on ne se prive pas du tout comme sur tous les contrats. Alors, du coup, on prend acte, sauf si vous aviez d'autres questions autour de ça. C'est bon pour tout le monde? Pardon? C'est la partie qui permet donc justement qui sert de provisionnement pour le renouvellement des équipements et du matériel. Oui, c'est justement et c'est ce montant pour lequel il faut qu'on puisse le réintégrer dans le contrat plus rapidement que ce qui est prévu. Si on le provisionne pour pouvoir mobiliser ça que dans 10 ans, sachant que c'est aujourd'hui qu'on a besoin de réaliser, de s'adapter aux évolutions technologiques et à tout le reste, et puis gagner en efficacité énergétique, ça serait dommage. Ça veut dire que voilà. Bon, ok, c'est bon pour tout le monde. Prends acte. On passe au prochain rapport. Donc le rapport suivant, c'est le rapport. Donc là, on est aussi sur l'éclairage public et on est du côté du SDESM. Donc le syndicat départemental qui du coup assure le service sur les 4 autres communes déléguées, effectivement, Moret-sur-Loing, Écuelles, Montarlot et Pizy. Et avec là encore à la fois un volet qui va être sur l'entretien et un volet qui va être sur le remplacement des luminaires, des armoires externes. Vous avez un peu les chiffres clés dans le rapport qui est pas très fourni à mon sens. On pourrait faire beaucoup mieux. Donc je pense que là, un des enjeux à partir de l'année prochaine, ça sera de nous proposer quelque chose d'un peu plus construit, parce que là, en fait, si c'est pour avoir uniquement des tableaux à non plus finir, voilà, et pas beaucoup d'éléments de synthétique ou d'arbitrage global, c'est pas forcément satisfaisant. Mais effectivement, les chiffres clés, c'est qu'on a eu pour 95 000 €
de montants pour les remplacements de luminaires et d'armoires, une maintenance qui a été évaluée à 65 000 euros, 128 luminaires ou lanternes qui ont été remplacés, dont une grande partie sur EQL. Je crois que vous avez à peu près les 2/3, donc notamment route de Montarlot, on a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On a aussi beaucoup qui ont été changés sur l'avenue de Sens, et après sur EQL vous en retrouvez aussi un petit peu sur le secteur de la rue de Charmois, sur l'allée des Cities, et à Moret on va avoir plusieurs rues, dont la rue de Grès, de la Croix-Rouge, rue Madame. On va avoir aussi place du Champ de Mars et quelques interventions du côté de la route de Montigny et rue du Sentier. Voilà sur les interventions donc du SDESM. L'objectif étant d'avoir une vision encore une fois un peu plus stratégique des évolutions et une cartographie. Ce qui nous paraît très important, c'est d'arriver à construire avec ces délégataires une vision plus globale pour qu'on puisse se représenter ce qui a été changé sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et ce qui reste à les zones sensibles, pour qu'on ait vraiment un pilotage collectif de tout ça, parce que pour l'instant, effectivement, le pilotage il est avant tout financier, mais pas tellement territorial. Donc voilà, en tout cas, il est beaucoup plus compliqué de ce point de vue-là. Voilà sur ce rapport. Est-ce que vous aviez des questions, remarques? C'est bon pour tout le monde, donc je propose de prendre acte et peut-être qu'on peut passer à la suite. Alors, je redonne la parole à M. Lecomte. Merci. Donc, il s'agit donc d'une modification qui concerne la délibération qui avait été prise à l'occasion du conseil municipal du 14 avril sur l'affectation des résultats. Donc, pour prendre en compte une directive de la préfecture sur les restes à réaliser 2020. Donc, les restes à réaliser, c'est ce qui n'a pas été mandaté dans l'année, mais qui a été engagé dans l'année. Donc cette somme c'est une pratique qui n'était pas forcément jusqu'à présent forcément utilisée, mais là donc la préfecture et la trésorerie nous demandent donc de faire cette rectification. Donc elle porte sur moins 95 000 sur 95 000 060 99. Donc elle impacte le chiffre du résultat de l'investissement, qui était de 1 560 633 77. C'est ce que nous avions donc acté lors de ce conseil, et qui maintenant, donc, du fait de cette somme complémentaire, passe à 1 655 694 67. Voilà. Donc il nous est donc demandé d'acter de cette modification, et donc qui a pour conséquence de mettre le résultat cumulé de l'exercice 2020 à 518 448,26. Voilà l'objet de la modification qui nous est demandé d'opérer par la préfecture. Avez-vous des questions? C'est bon pour tout le monde? Donc je vous rassure, on n'a pas sorti 95 000 en plus de la caisse de la commune. C'est une écriture du coup. Si c'est bon, du coup, est-ce qu'on a des votes contre, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Bien, donc ensuite la prochaine délibération concerne la première décision budgétaire modificative numéro 1. Donc il y a 2 objets. La première, elle est liée à ce que nous venons donc d'approuver, puisque du fait que nous ayons un résultat qui a été diminué de 95 000, eh bien ça a pour conséquence de diminuer notre virement à la section d'investissement de la même somme. Donc c'est pour ça que la ligne 023 virement de section d'investissement est diminuée de 95 060 99, et ainsi que le résultat reporté donc de cette même somme. Ça, c'est le premier objet de cette décision modificative. Le deuxième concerne les dépenses imprévues.
Donc sur les dépenses imprévues, nous proposons, donc, qui je crois sont à 124 000 €, nous proposons donc d'utiliser 20 000 €. Ces 20 000 € se répartissent en 8 000 € donc, concernant les services extérieurs et 12 000 € concernant des subventions de fonctionnement aux associations. Donc pour les services extérieurs, c'est essentiellement donc, l'appel qui a été fait, vous vous souvenez, donc, à une société pour nous permettre, dans une période qui était assez troublée et avec des faits de délinquance très importants, donc de mettre en place une surveillance du territoire pendant la période nocturne. C'était une surveillance donc, des bâtiments publics qui nous permettait d'avoir une présence dissuasive sur notre territoire. Donc, nous avons fait ça pendant quelques mois en début d'année. La deuxième concerne donc des subventions de fonctionnement aux associations exceptionnelles, donc sous contrôle de M. Gréau-Cros. Il me semble qu'il y en avait une qui devait concerner la mise en place d'une section donc, au niveau de la DSCE. Ouais, ça, voilà. Et puis la deuxième, donc, ce sont des subventions pour les athlètes de haut niveau donc, du territoire. Voilà. Donc c'est ce qui vient donc en appui de cette somme de 20 000 €. Oui, vous pouvez développer la surveillance de bâtiments publics. Ça correspond à une société privée? Oui, en fait, lorsque nous avons fait appel donc, à la société, notamment Fire Service, pendant les premiers mois de l'année, le cadre juridique dans lequel nous pouvions faire appel à eux était de leur demander donc, une surveillance sur notre territoire des établissements publics. Voilà. Et donc de ce fait, donc, ça les autorisait à être présents et à patrouiller pendant la nuit. C'était au moment où, vous vous souvenez, nous avons eu à plusieurs reprises des attaques sur les commerces, etc. Oui, oui. Elle est basée où, cette société, Fire Service? Fire Service est basée à Veneux-les-Sablons. À Veneux-les-Sablons. Ah oui. Où ça? Avant qu'elle ait déménagé depuis qu'on a fait appel à leur service, mais jusqu'à maintenant, elle était sur Veneux-les-Sablons. Où à Veneux-les-Sablons? Elle doit être square des... Pas très loin, juste avant, ça va être le square des Tuyas, je crois. Peut-être qu'il y a un autre local commercial, mais dans un premier temps, c'était ici. Donc oui, donc là c'était bien au moment voilà, des épisodes qui ont perturbé toute la ligne R et une bonne partie des communes, d'ailleurs pendant les confinements successifs. Donc effectivement, il y a une vraie tension sur laquelle il fallait qu'on apporte une réponse. D'ailleurs, à partir de la mise en place d'une partie de ces services-là, il y a eu quand même une baisse significative aussi des faits qu'on a pu constater avec la police nationale. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il fallait apporter une réponse face à ce qui était complètement exceptionnel et voilà. Donc ça, c'était tout à fait important d'y répondre. Juste une précision par rapport à la localisation, c'est le square Chouette, c'est pas le square. Est-ce que vous aviez d'autres questions, remarques? Sinon, je propose de passer au vote. Est-ce qu'on a des votes contre? Des abstentions? Donc, merci à tous. Cette décision modificative, première décision modificative du budget, est adoptée à l'unanimité. Alors, créance éteinte et admission non-valeur. Là, on rentre à nouveau, comme l'année dernière, dans les ajustements de la trésorerie. Effectivement, donc la trésorerie continue à apurer les années passées. Donc, il y a deux délibérations. Donc, une première qui correspond aux créances éteintes et la suivante donc correspond aux créances non recouvrées. Donc pour la première, c'est celle pour lesquelles donc, elles sont soit liées donc, à la disparition de l'établissement qui avait cette créance, soit parce qu'elles ont été annulées suite à des décisions dans le cadre de procédures de surendettement. Donc et la totalité représente la somme de 1 525,12 €, donc qui seront pour nous
évidemment à prendre en charge sur notre budget. Voilà, je ne sais pas si... Vous pouvez rappeler le montant, là, je vous dis, parce que je trouve pas le Pardon. Ah non, excusez-moi. Ouais, je trouve Voilà, 5 décide de procéder à l'annulation. Excusez-moi, c'est parce que j'avais été un peu vite dans la lecture de la... Effectivement, il y a des sous-totaux par année et je suis allé un peu vite. Alors, on décide de procéder à l'annulation des titres de recettes suivants pour un montant de 9 330,87 € qui sera imputé au compte 6542, créance éteinte du budget 2021. Ça, c'est celle d'après. C'est le mémoire d'après, ça, 12 000. Ouais, j'ai pour le Je suis mémoire. sur le 9. Sur le mémoire 9, hein. On est bien sur les créances éteintes. Oui, moi, je vois soit un total global de 5 732,09. C'est ça? On est d'accord? Attendez. Alors là, effectivement, on a deux chiffres différents avec le total voilà, en première page là, qui était sur le mémoire qui ne correspond pas. Est-ce qu'on a... On est d'accord? Oui. Sur la délite, c'est 9 330. Sur le mémoire, c'est 5 000. Oui, tout à fait. Sachant que ça... Ce que je vous propose... D'accord, 5 732,09. Voilà. C'est le deuxième montant en fait qui est erroné. C'est le 9000 qui est erroné. Oui. 5732,09. Ah oui, donc Ce que je vous propose, c'est peut-être C'est la qu'on peut avancer sur les autres sujets. C'est bien ça? Ok. Alors désolé, donc il faut 5 732,09. Voilà, c'est ça le bon montant. Passer au compte 6 542. C'est bon pour tout le monde? Pas d'abstention, pas de voix contre. Merci. Et donc, admission non-valeur. Même exercice. Alors l'admission en non-valeur, donc qui concerne des titres pour lesquels donc la trésorerie n'a pas pu procéder au recouvrement. Donc assez souvent, comme c'est écrit, lié des problématiques sur les restaurants scolaires, garderies ou accueil de loisirs. Et donc il représente une somme encore plus importante puisque donc on est là sur une somme de 12 306 €, sachant qu'on a des titres de 92 jusqu'à 2017. Voilà. Alors, je vous propose de passer au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci à tous. Et on passe à la 11e délibération. Donc la 11e et 12e sont un peu sur le même type de sujet. Donc là, on est sur des régularisations, des gestes en fait, de la commune. Première, c'est par rapport en fait, à des frais d'inhumation, dans la mesure où, si vous vous souvenez, l'année dernière, au mois de novembre, en fait, on avait végétalisé le cimetière de Veneux-les-Sablons. On avait forcément une partie de nos concitoyens qui sont retrouvés pendant une période dans une situation délicate avec la mise en place d'un caveau provisoire jusqu'en janvier pour permettre vraiment de patienter pendant cette période de réhabilitation du cimetière. Donc en fait, voilà, on a une administrée qui a été doublement pénalisée, puisqu'en plus des frais qui ont été appliqués à la fin de cette période, et donc on a accédé à un geste exceptionnel pour
Voilà, parce qu'elle a été effectivement très fortement embêtée dans cette affaire-là par rapport aux frais en fait qu'elle a dû subir. Donc c'est ça l'objet de cette délibération. Est-ce que vous aviez des questions, des remarques? Sinon, je propose de passer au vote. Des votes contre, des abstentions. Merci à tous. Alors, le deuxième sujet sur lequel on a aussi une délibération similaire, la délibération numéro 12, porte en fait sur le remboursement qui a été proposé à un propriétaire de véhicule dont le véhicule a été enlevé au moment de la fête de la musique, occasionnant des frais évidemment pour cette famille, sachant que on n'avait pas d'arrêté municipal à proximité du lieu de leur véhicule. Voilà, donc en tout cas, pas d'arrêté qu'on a pu identifier, monsieur Jocmans et moi-même. L'affichage, effectivement, qui a été. On n'a pas trouvé d'affichage à proximité du lieu où était stationné le véhicule. Au moment où on a été saisi, effectivement, peut-être qu'il y en a eu un qui a été entre-temps arraché. Et donc, pour ne pas pénaliser cette famille-là, puisque voilà, la police municipale nous disait avoir procédé évidemment à l'installation de l'arrêté. Visuellement, ni M. Jocmans ni moi-même avons pu l'identifier à proximité du véhicule, donc on a accédé à un geste pour ne pas pénaliser cette famille. Voilà. C'était un véhicule d'un riverain? C'était le véhicule Non, c'était pas le véhicule d'un riverain, c'était une famille qui venait qui visitait en fait. Voilà. Donc est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Sinon je vous propose de passer au vote. Des votes contre, des abstentions. Merci à tous. Adopté à l'unanimité. Alors, on passe à la délibération numéro 13, donc qui est en fait une délibération plutôt symbolique, parce que vous verrez qu'on est sur un tout petit montant, mais qui nous paraissait important, parce qu'on est en fait, c'était une opération relativement emblématique sur la commune, à un double titre. Bon, d'une part parce que on était sur un stage intergénérationnel estival autour duquel on a mobilisé un certain nombre d'enfants de la commune et 3 associations, dont des associations d'aînés, et là notamment l'association Amitié Seine-et-Loing, donc stage qui a eu lieu à Montarlot, qui a très bien fonctionné, et par rapport à ce stage-là, des dépenses exceptionnelles ont été mobilisées par l'association Amitié Seine-et-Loing. Voilà. Alors effectivement, vu les montants, elles auraient pu être intégrées en propre, mais comme on a aussi proposé de mobiliser, et ça a été fait d'ailleurs sur d'autres sujets, une enveloppe exceptionnelle pour des projets nouveaux qui allaient émerger pendant l'année, qui généraient des frais spécifiques, on a proposé, voilà, symboliquement, de l'intégrer dans une délibération municipale. Et évidemment, d'autres projets de ce type-là ont déjà été identifiés ou seront présentés par la suite. Voilà, donc c'est une petite délibération, mais qui nous paraissait intéressante sur l'angle du symbole. Est-ce que vous aviez des questions là-dessus? Des remarques? Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'on a des abstentions? Des votes contre? Merci. Adopté. Alors, 14e délibération. Donc là, on rentre dans les délibérations plutôt du registre de l'urbanisme. Donc on a plusieurs points à voir. Tout d'abord, je vous rappelle peut-être qu'on a lancé donc le cahier des charges, voilà, et la consultation par rapport au nouveau PLU, donc la fusion du PLU. C'était il y a combien de temps, Fabrice? Il y a environ 3 semaines, donc c'est relativement récent. Et effectivement, dans l'optique du nouveau PLU qui va
nous mobiliser tous pendant un moment. L'idée, c'est de procéder en fait à quelque chose qui nous paraît assez important, c'est à savoir avoir aussi permettre d'avoir une forme de maîtrise de cette période un peu de transition sur ce qui va se passer au niveau de l'urbanisme local, avec notamment une première délibération, donc la délibération 14, qui porte sur la définition d'un périmètre d'études sur l'ensemble des OAP de la commune. Ce qui nous permet effectivement de procéder, d'avoir un sursis à statuer, de pouvoir, pendant cette période de transition, justement, avoir davantage d'outils de maîtrise de l'urbanisme pour qu'ils puissent rentrer en cohérence avec les nouveaux projets qu'on sera en train d'élaborer. Voilà, donc ça c'est la première délibération qui vous est soumise, donc pour la définition en gros d'un périmètre d'études sur l'ensemble des OAP du territoire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, des remarques? Donc ça permet à la commune d'avoir davantage d'outils de maîtrise des processus d'urbanisation et notamment autour des grands projets de promoteurs pendant cette période d'ajustement de notre PLU commun Émélo, 5 communes déléguées. Donc si vous n'avez pas de... Oui. Un peu d'éclaircissement. Donc instaurer un périmètre d'études sur l'ensemble des secteurs. Donc concrètement, ça va se traduire comment? Enfin, c'est des réunions, on travaille, Non, c'est en fait. Fabrice, si tu veux préciser le. En termes urbanistiques, du réseau. Il faudrait un micro. Franchement, un micro, on n'entend pas. C'est des précisions qu'on va demander aux opérateurs qui vont venir déposer leurs projets au niveau soit urbanistique par rapport à la lecture de l'OAP et du PLU, soit au niveau aussi des réseaux, savoir qui détaille un peu plus les réseaux assainissement, les réseaux eau, les réseaux électricité, prendre plus de temps pour regarder si ça correspond bien au programme de logement ou pas. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est un outil qui nous donne des marges de gestion temporelle des différents projets qui sont accrues par rapport à... Voilà. Donc on peut prendre plus de temps pour apprécier la pertinence d'un projet pendant cette phase intermédiaire pour éviter qu'un projet n'émerge, par exemple, en plein milieu de la conception du nouveau PLU et qui ne soit pas franchement dans l'esprit du nouveau PLU qu'on est en train de concevoir ensemble. Donc ça nous donne cette latitude d'engager une discussion avec un sursis à statuer qui peut aller jusqu'à 2 ans pour justement dire attendez, très bien, ce projet est en train d'émerger, mais en même temps nous on est en train de définir un nouveau cadre d'urbanisme et peut-être que vous allez être, notamment quand on perçoit qu'on se décale par rapport à ce qu'on avait envie de faire. L'idée type, ce serait par exemple si le garage Renault et Jean Jaurès était dans une OAP, c'est pouvoir dire attendez, là vous êtes en train de construire un bâtiment avec des terrasses, balcons, etc. en plein cœur de Morée, alors qu'on va avoir un SPR sur ce secteur-là. Est-ce que c'est vraiment l'esprit du site patrimonial remarquable qu'on veut définir? Donc avec l'étude et le sursis à statuer, on peut ralentir le projet pendant jusqu'à 2 ans si on considère qu'il est impactant par rapport à notre problématique. Voilà. Donc, par rapport à cette délibération, est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, je vous propose, est-ce qu'on a des votes contre, des abstentions? Et donc, oui, alors, allez-y. Donc, combien d'abstentions? Tous? D'accord, 8 abstentions, c'est ça? Enfin, dites-nous, c'est... Oui ou non? Si vous voulez délibérer,
allez-y, on peut prendre un peu de temps. Est-ce que... Si, il y a des projets qui sont en cours. Ah oui. Si, en fait, il y a des projets, mais en fait, ça n'oblige en rien de ne pas accepter les projets qui sont en cours. Ça veut juste dire que ça nous donne une marge de manœuvre supplémentaire. Si on pense que les projets peuvent être pas forcément en phase avec les nouvelles orientations qu'on a votées d'ailleurs la dernière fois et les nouveaux objectifs du PLU, parce que là on a un peu plus de marge de manœuvre pour ne pas forcément accepter des choses qu'on pourrait regretter demain. Voilà, pour schématiser, c'est ça. Alors, du côté de l'opposition, est-ce que 8 abstentions? D'accord? C'est noté. Alors, la deuxième justement délibération, la délibération numéro 15 sur l'urbanisme est sur le même principe et elle porte sur le périmètre d'étude du SPR, puisque là, voilà, on est typiquement là encore sur un périmètre particulièrement sensible, puisqu'on est en plein cœur de Montréal historique notamment, et effectivement sur cette période-là, pour éviter d'avoir à gérer des projets qu'on ne souhaiterait pas voir émerger, puisque aujourd'hui, si on prend l'avenue Georges Jaurès, on pourrait tout à fait imaginer que les belles propriétés de l'avenue Georges Jaurès soient vendues pour que des promoteurs y fassent des beaux immeubles. Rien ne s'y oppose dans l'absolu dans le PLU qu'on a adopté collectivement. Donc à partir de là, et en attendant de définir les lignes directrices, ça nous donne des marges de manœuvre complémentaires pour pouvoir maîtriser ces processus. Est-ce que... voilà, donc je propose de passer au vote, c'est le même mécanisme. Est-ce qu'on a des votes contre, des abstentions, co-adopté à l'unanimité? C'est bon pour tout le monde? Merci. Alors, délibération numéro 16, transfert au domaine public de la voirie, donc des bois grillons. Oui, bon voilà, donc là on est en fait sur la voirie, donc on a 16 parcelles situées rue Jean Monnet, donc secteur en bois grillot, et effectivement en fait on a tous les gestionnaires de réseau qui ont été consultés sur cette opération. Les réalisations sont plutôt bien faites. Voilà, toutes les clauses et conditions sont aujourd'hui réunies. On a vérifié avec le SIDO, le SIDAS, avec tous nos partenaires. Donc, voilà, l'idée c'est d'avoir une égalité de traitement évidemment pour l'ensemble du territoire communal, ne pas laisser des secteurs privés, des secteurs publics, mais en fait, on propose évidemment de récupérer dans cette partie-là de voirie du lotissement dans le domaine public communal. Est-ce que vous aviez des questions là-dessus? Sinon, si c'est bon pour tout le monde, je procède au vote. Des abstentions, des votes contre. Merci à tous à adopter à l'unanimité. Alors, le prochain point, donc la délibération numéro 17, c'est l'institution de l'obligation de dépôt de déclaration préalable pour les divisions de propriété foncière. Donc là-dessus, l'idée c'est quoi? C'est d'éviter les divisions cadastrales sans préavis, parce qu'on a eu un certain nombre de situations. Là, on ne parle pas des lots à bâtir, sur lesquels évidemment voilà, les services urbanisme sont prévenus. On peut vérifier la conformité, et bien sûr la communauté de communes, on peut vérifier la conformité au PLU, mais on est sur les divisions cadastrales sur lesquelles parfois après on a des processus qui se mettent en place avec des lots qui sont séparés et puis sans vérifier forcément la cohérence et qui sont on peut voilà, vendus sans qu'on puisse vérifier la cohérence d'un point de vue de l'eau, de l'assainissement, du stationnement, etc., etc. Et donc on se retrouve dans des situations qui ne sont pas forcément cohérentes avec les règles qu'on s'est données sur l'urbanisation. Voilà, donc là, l'idée, c'est d'avoir une vision sur
avec une déclaration préalable pour ces divisions des propriétés en place. On est bien d'accord, parce que c'est en dehors des permis d'aménager. Oui, C'est pour éviter que certains lotissent leur terrain et qu'après on se retrouve à rajouter un poste de transformation, tirer un bout de réseau d'eau et à la charge de la commune. c'est ça. On est bien d'accord. C'est ça. Voilà, donc on passe au vote, si vous êtes d'accord. Donc des votes contre, abstention, adopté à l'unanimité. Alors, prochain point, délibération 18, voilà, sur le recensement général, et je passe la parole à M. Geoffroy. Voilà, donc après 2 années blanches même sur le recensement, donc nous avons bon espoir qu'en 2022 nous puissions faire ce recensement. Donc comme nous sommes une commune de plus de 10 000 habitants, nous avons un recensement annuel qui doit porter sur environ 8% du parc de logement, ce qui est bien évidemment important avec les évolutions que nous connaissons en termes d'évolution urbaine, pour nous permettre donc de réajuster le nombre d'habitants de la commune, notamment, il y a bien sûr beaucoup d'autres critères qui sont évalués à ce moment-là, mais celui-ci est important, notamment par rapport aussi à un certain nombre de dotations qui sont liées à ce nombre d'habitants. Donc pour ce faire, nous vous proposons donc de faire appel d'une part à un vacataire donc, qui a déjà travaillé par le passé sur ce recensement, et d'autre part, dans le cadre de ce qui nous a été proposé par l'INSEE, de faire appel à la Poste, qui a été un prestataire à titre expérimental retenu par l'INSEE, pour assurer l'autre partie du recensement sur la commune de Morel-Loing-Herval. Voilà. Et en ce qui concerne le vacataire, eh bien, il aura le droit à un certain nombre d'indemnisations donc liées aux obligations de formation qu'il a, et ensuite pour le déroulé du recensement au tarif fixé donc que vous avez ci-après. Voilà, sachant que par ailleurs l'INSEE nous reverse une somme donc au titre du dédommagement lié à cette activité de recensement. Pardon. Oui, je disais, on attend avec impatience le recensement, parce que derrière le recensement et la population estimée par l'INSEE, vous avez aussi les dotations de la DGF qui est directement liée à ces recensements. Voilà. Et effectivement, vu le dynamisme en ce moment des mutations et puis aussi les constructions qu'il y a eu sur les dernières années, puisque en plus l'INSEE fait ça par échantillonnage, on est effectivement très en attente des nouveaux chiffres. Voilà, est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Alors voilà, est-ce qu'on a des votes contre? Des abstentions? Merci à tous. Adopté. Alors, prochain point porte sur la modification des statuts du SDESM, justement du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, qui, vous le savez, on a présenté le rapport tout à l'heure, et effectivement notre syndicat de référence pour la partie autour des 4 communes historiques du côté de Moret, Écuelle, Montarlot et Épisy. Alors, bon, les modifications, vous les avez donc dans la notice de synthèse qui a été envoyée par le SDESM. Et effectivement, vous avez notamment des modifications pour, voilà, au niveau de l'article 3, pour que toutes les compétences du syndicat soient exercées vraiment à la carte, sans qu'il n'y ait d'obligation de transfert de compétences d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Ça a été retiré des statuts. En article 6, vous avez un nouveau mécanisme de centrale d'achat public qui est instauré, qui permet notamment au SDESM d'offrir aux membres adhérents le bénéfice des marchés qu'il a lui-même conclus. Donc ça permet et non seulement d'agir en tant que coordinateur pour des mouvements de commandes ou autres, donc ça donne de la souplesse voilà, au SDESM. Le transfert de compétences qui est facilité, donc un peu plus à la carte voilà, pour les différentes parties.
Ensuite, vous avez aussi des dispositions, un rappel des dispositions financières applicables, donc, avec différentes obligations légales qui ont été renseignées. Les contributions des adhérents au syndicat sont arrêtées annuellement par délibération du comité syndical. Les adhérents ne supportent que les dépenses correspondant aux compétences qu'ils ont transférées au syndicat, donc ça cible aussi ces aspects-là. Voilà, correction de la représentation des EPCI sans fiscalité propre, mais ça ne concerne pas l'élection simplifiée des délégués syndicaux et le vote du comité syndical, puisque pour, je pense, ceux qui avaient participé au vote, en fait, on était parfois sur des mécanismes très très lourds donc dans les votes, donc avec la possibilité là de procéder à un vote à main levée, notamment, des choses comme ça qui permettent peut-être d'assouplir une partie de ces mécanismes si effectivement c'est décidé à l'unanimité. Voilà, François, est-ce que toi tu avais peut-être des compléments là-dessus? Non, c'est bon. Bon, voilà. Donc je vous propose de passer au vote, sauf si vous avez des questions sur le fonctionnement du SDESM. Donc, est-ce qu'on a des votes contre, des abstentions? Donc, adopté. Merci à tous. Alors, on passe donc à une délibération plutôt ressources humaines. Jean-Philippe, donc oui, sur la modification des tableaux des effectifs. Oui, bonsoir à tous. Donc c'est une délibération assez simple ce soir en termes de modification du tableau des effectifs qui ne prend en compte en fait que des créations de postes rendues nécessaires par un certain nombre de besoins actuels. Donc habituellement, les études surveillées sont assurées par des enseignants et pour répondre en fait aux besoins des familles, puisqu'il y a des besoins de plus en plus importants par rapport à ce service, et pour assurer donc à ces études surveillées de bonnes conditions de fonctionnement, il a été choisi de créer un deuxième groupe à l'école élémentaire des Columières. Donc nous avons procédé en fait à une recherche de candidats auprès du corps enseignant, mais qui s'est avéré infructueux. Et c'est pourquoi on a donc pris la décision, en tout cas on vous propose ce soir de créer un poste à temps complet de 5h15 par semaine sur un cadre d'emploi d'attaché territorial, puisque les personnes qui sont disposées à encadrer ces études surveillées doivent être détenteurs d'un bac plus 3. C'est une des conditions requises, donc qui correspond au cadre d'emploi. Donc toujours toujours au sein de l'action éducative, suite au départ en disponibilité personnelle d'un animateur qui lui était à temps complet. Donc il est proposé, et afin de répondre en fait au mieux aux besoins actuels du service action éducative, de créer en fait 2 postes à temps complet qui pourront donc être exercés en même temps sur des secteurs différents. Et ces postes à temps complet ont été évalués donc à 13h47 par poste. Et donc ces personnes-là, on leur demande en fait, en termes de qualification, d'être détenteurs du BAFA. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce point plus technique, ressources humaines? Donc sinon, on peut procéder au vote. Est-ce qu'on a des votes contre, des abstentions? Merci à tous. Alors, on passe au point suivant, donc là qui concerne un sujet qu'on avait déjà évoqué ensemble, je pense, il y a quelques temps, au moment des précédents conseils, sur une convention de financement et donc l'appel à projet socle numérique dans les écoles élémentaires. Donc voilà, au mois de mars, on avait répondu justement à un appel à projet relatif au socle numérique dans les écoles élémentaires. Et avec l'IEN, on avait travaillé pour identifier les besoins des différentes écoles en termes d'outils pédagogiques notamment. Donc à la suite de ces diagnostics qui avaient été effectués, 3 écoles avaient été ciblées, notamment au niveau d'Épisy, au niveau de Ravannes et la classe unique de Montarlot. Et effectivement, là c'est la convention pour justement autour de l'acceptation de l'appel à projet et puis les modalités de déploiement de cette opération. Voilà.
Je pense qu'on est tous partants pour effectivement avoir l'appui de l'État à hauteur de 24 370 € par rapport à ce projet qui au total englobe 36 000 € d'équipement. Est-ce que on peut vous aviez procéder au vote, vous aviez peut-être des questions? Sinon, voilà. Est-ce qu'on a des votes contre, des abstentions? Merci à tous. Adopté à l'unanimité. Et donc on passe à une autre délibération qui porte là sur la modification des grilles de tarifs du coût dit de panier repas lorsqu'on a la mise en place d'un PAI dans les écoles. Alors pour expliquer un petit peu cette délibération, donc c'est quelque chose de relativement simple, voilà, mais sur lequel on a été un jour interpellé par une famille, par une maman qui me disait voilà, écoutez, moi aujourd'hui j'ai mon enfant qui a un PAI, je suis obligé de lui livrer un panier repas et en même temps le tarif de l'accueil avec ou sans repas est quasiment le même pour ma tranche de quotient familial puisqu'elle était sur la tranche 1. Voilà, en passant de 2,10 € avec repas à 1,85 € sans repas. Donc, effectivement, par rapport à ce type de problématique, on vous propose aujourd'hui d'avoir un tarif d'accueil seul, sans, qui soit la ramener à 1,20 € pour ces familles-là, ce qui permet effectivement d'avoir quelque chose de beaucoup plus acceptable pour des familles notamment qui sont dans le besoin et qui doivent fournir le panier repas pour leurs enfants en raison d'un PAI. Voilà la proposition. Et donc à ce jour, voilà, vous avez 18 enfants, 12 élémentaires, 6 maternelles fréquentant la pause méridienne sur le territoire qui ont un panier repas délivré par les parents avec un PAI correspondant à une intolérance alimentaire. Donc c'est pas non plus quelque chose qui va affecter lourdement les finances de la commune, mais en revanche pour ces familles-là, ça peut s'avérer particulièrement important. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur cette proposition? Sinon je vous propose du coup de passer au vote. Des votes contre, des abstentions, donc a priori adopté par tout le monde à l'unanimité. Merci. Deux dernières délibérations qui concernent là plutôt des ajustements au sein des rôles et des fonctions au niveau de l'équipe municipale. Donc avec d'une part la désignation d'un nouvel adjoint à la mairie déléguée de Moret-sur-Loing. Et donc là-dessus, on propose de désigner M. Stéphane Gréau-Cros en tant qu'adjoint à la maire déléguée de Moret-sur-Loing en remplacement de M. Ettori. Voilà. Donc, ceci correspondant à des enjeux aussi de disponibilité, d'organisation, et de temps. Donc, est-ce que vous aviez des observations, des questions? Sinon, je vous propose de passer au vote, sachant que les délégations, par ailleurs, sur lesquelles sont mobilisés à la fois M. Ettori et M. Gréau-Cros, à savoir sur la partie santé, accessibilité et sur le sport, là, ne bougent pas. Voilà, donc, est-ce qu'on a des votes contre, des abstentions? C'est bon, merci à tous. Dernière délibération porte là sur les indemnités de fonction suite à la démission d'une conseillère et aux ajustements, et toilettage qu'on propose d'opérer à l'issue de cette première année de travail, et puis voilà, en lien aussi avec le bilan annuel qu'on a pu mener, avec évidemment les évolutions
évolutions qui sont liées au changement de fonction de M. Ettori et de Stéphane Ocro, voilà, qui est premier ajustement qui a été proposé, puis un deuxième ajustement qui vous est proposé entre Madame Anne Gros et Gaël Tanguy, là encore en lien avec leur investissement et l'intensité des tâches et des projets sur lesquels ils ont été amenés à se positionner dans le cadre de l'action municipale, voilà, sur lesquels on propose aussi d'ajuster voilà, les indemnités de l'une et de l'autre. Voilà là-dessus, si vous avez des questions. Sinon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'on a des votes contre, des abstentions? Donc, adopté. Merci à tous. Et voilà. Donc,